Alors, bon matin tout le monde. On est vraiment content de vous recevoir ce matin pour la troisième journée de notre semaine de la formation à distance organisée par Fadio. Donc, ce matin, on a avec nous M. François Guité, une conférence attendue de plusieurs, M. Guité qui va venir nous parler de la FAD à l'ère des grands bouleversements. Donc, on va parler des impacts de la pandémie sur la formation à distance. Je pense qu'on en a bien besoin. Alors, avant de parler, de laisser la parole à M. Guité, j'aimerais simplement vous rappeler que on est en mode webinaire, donc c'est pour ça que vos caméras, micros sont fermés. Et on vous propose vraiment de venir poser vos questions, interagir dans le module questions-réponses. On va vraiment considérer les interactions qui seront dans le question-réponse plutôt que dans le clavardage. Donc, et à certains moments, si M. Guité a envie de faire interagir des gens qui peuvent s'exprimer verbalement, bien, il va tout simplement là, nous le mentionner et on pourra vous proposer de lever la main et on pourra vous faire intervenir là, à des moments convenus pendant cette belle conférence. Donc, sans plus tarder, je vous passe le flambeau, M. Guité. Merci, Karine. Merci à tous les participants d'être là en ces temps difficiles, toujours dévoués à l'éducation. Merci également à Fadio de cette chance extraordinaire de pouvoir m'adresser par le biais du web là, au monde de l'éducation, maintenant que je suis un peu à l'écart, confiné comme tout le monde. Ce que je propose aujourd'hui, c'est de jeter un regard différent sur l'éducation, à la lumière, si j'ose dire, là, de la pandémie qui a vraiment braqué les projecteurs sur l'éducation à distance. Il serait dommage que le monde de l'éducation n'apprenne pas de la situation dans laquelle elle se trouve, et ce serait pure ignorance là, de sa part que de ne pas chercher à améliorer les services qu'elle offre. Et l'autre chose que je pense qu'il est important de voir, c'est que ces webinaires et tous les efforts qu'on fait actuellement au regard de la formation à distance, ce n'est pas uniquement dans un intérêt local. On participe tous collectivement à un vaste chantier d'avancement de l'éducation par le biais des technologies en temps difficile et pour essayer de faire bénéficier, toute la planète. Alors, cette pandémie, elle a affecté beaucoup de monde. On évalue environ à 1,5 milliard le nombre d'enfants qui sont affectés par la pandémie dans le monde. C'est 94% de tous les apprenants. Ça touche 165 pays. Et il ne faut pas sous-estimer les impacts que ça a sur les familles, sur les milieux défavorisés, tant sur le plan du stress familial, de la nutrition, le sommeil et tout ce qui peut avoir des conséquences pour l'éducation. Thierry Cassanti a fait une bonne évaluation des mesures qui sont prises à travers le monde là, en ces temps de pandémie. Dans un premier temps, il y a toutes les mesures qui ont trait aux équipements. Dans un deuxième temps, il s'est aperçu qu'il y a des mesures qui sont propres à la connectivité, très importantes, évidemment, quand on est à distance. Et troisièmement, des mesures qui sont prises pour le soutien à l'apprentissage. Mais toutes ces mesures-là ne témoignent pas de l'extraordinaire inventivité et de la détermination des enseignants dans leur milieu au quotidien. C'est absolument louable et formidable que tout le monde se soit retroussé les manches pour essayer de voir comment on peut faire dans une situation qui est autre que celles qui sont habituelles. Alors, je propose 3 parties. Dans un premier temps, on va jeter un coup d'œil un peu plus macro sur les phénomènes qui continuent de bouleverser le monde de l'éducation. Ça ne va pas changer, ça risque de s'accélérer. Alors, il faut avoir une vision globale d'où on s'en va et pourquoi la formation à distance et l'éducation à distance va prendre de l'ampleur. Dans un deuxième temps, on va s'arrêter à voir comment tout ça impacte l'enseignement. Et troisièmement,
ça a été plus précisément sur le plan des apprentissages. Alors, on commence par les grands bouleversements en éducation. L'éducation est aux prises actuellement avec des tiraillements, des perturbations qui risquent de s'accélérer. Et il suffit d'un virus pour détraquer en grande partie nos habitudes et le monde de l'éducation. Ce n'est pas grand-chose, mais ça risque, il y a d'autres phénomènes qui risquent de venir bouleverser encore l'éducation. Et le Global Education Futures a bien résumé l'ensemble des grands phénomènes, des grands facteurs qui sont sur le point et qui bouleversent le monde et à la fois l'éducation. Alors, un des premiers grands facteurs qu'il faut réaliser, c'est que la scolarisation et les changements démographiques ont un grand impact sur la société et sur le monde. Aujourd'hui, on a à peu près le tiers de la population qui a une éducation secondaire et supérieure. Et si on va en 2100, à la fin du siècle, on prévoit que ceux qui auront une éducation secondaire et postsecondaire, ça va toucher près de 6 milliards d'habitants. Alors, ce que j'aimerais qu'on réalise ici, c'est que cette augmentation démographique et de la scolarité amène un essor des cerveaux, un brain power en quelque sorte, qui contribue à l'évolution et pour ne pas dire la révolution des sociétés. Un autre grand facteur, c'est les réseaux. Et là encore, ce que vous avez à l'écran, c'est uniquement un traçage des collaborations scientifiques entre les pays. Et on voit que l'information circule beaucoup, l'information est partagée au niveau mondial et c'est vrai également au milieu de l'éducation, dans nos propres réseaux où l'information circule énormément. Un autre grand facteur, c'est tout l'investissement, tout le développement qui se fait dans le numérique, dans les industries. Il y a des avantages et des inconvénients. Il y a beaucoup d'inconvénients, notamment à ce que ce soit quelques géants qui se soient appropriés le développement du numérique, qui ont le haut du pavé. Et on réalise que c'est assez nouveau que les industries du numérique soient en haut et investissent le plus dans la recherche et le développement. Il n'y a pas si longtemps, c'était l'industrie de l'automobile et les pharmaceutiques. Alors, tout ça va continuer. Parmi d'autres phénomènes qui risquent d'impacter l'éducation dans les années à venir, il faut garder un œil sur l'informatique quantique, sur l'informatique neuromorphique. Et qu'est-ce que c'est que l'informatique neuromorphique? C'est de prendre des microprocesseurs et des relier en réseau, un peu comme des neurones qui sont reliés entre elles en réseau. Alors, ça permet une plus grande flexibilité au niveau de l'informatique et de la transformation des données. Il faut aussi jeter un coup d'œil et garder à l'esprit toutes les neurotechnologies qui risquent d'apparaître bientôt. Et notamment, on pense à Neuralink d'Elon Musk. Quand Elon Musk décide d'investir dans quelque chose, c'est qu'il y croit. Il y a beaucoup d'argent qui est investi dans ces technologies-là. Et bien sûr, ce ne sera pas des moyens aussi invasifs que d'avoir des implants dans le cerveau. Alors, tout ça fait en sorte qu'on constate que l'accélération de la technologie est bien supérieure à la capacité des particuliers, des gouvernements et des individus de pouvoir s'adapter à ce changement-là. Ce qui amène à des complications sur le plan de la gestion qu'on va voir un peu plus tard. La technologie, la transformation numérique, c'est techniquement assez simple. Mais ce qui est difficile, c'est que c'est culturellement très complexe.
les sociétés ont de la difficulté à, à s'adapter et à faire consensus sur les changements technologiques parce que les changements sont trop rapides. Si on, J'aimerais qu'on regarde, qu'on sorte du milieu du numérique et qu'on regarde les grands bouleversements qui risquent d'impacter la planète. Et il y a le Forum économique mondial qui en a sa 15e édition des risques globaux pour la planète. Et si on y jette un coup d'œil, on s'aperçoit que, comment dire, qu'ils sont nombreux. Et on va seulement s'arrêter un moment à ceux qui sont au-dessus de la moyenne. On va essayer de réduire le champ des phénomènes qui risquent de nous impacter. Alors, le premier, c'est les armes de destruction massive. Je vais seulement en cibler quelques-uns comme ça. On est bien conscient que l'armement nucléaire et tous les investissements dans les armes sont un risque énorme. Là, il y a les maladies infectieuses. On a un bon exemple actuellement. Il y avait, semble-t-il, peu de probabilité que ça se produise, mais là, je pense qu'on s'est gouré. On réalise que le risque est beaucoup plus grand qu'on ne pense. Et vous savez que, comment dire, que plusieurs experts sont assez pessimistes sur la durée de la pandémie. Alors, on veut tous que, comment dire, que la pandémie qu'on en vienne à bout le plus rapidement possible, mais les experts sont pas très, il y en a qui sont pas très optimistes sur ce plan-là. Et si on continue, bien sûr, on est très conscient du haut risque des transformations climatiques et de tout ce que ça va impacter au niveau des répercussions qui sont des réactions en chaîne, bien sûr, vis-à-vis de ces grands événements-là. Donc, face à tous ces problèmes-là, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est que quand on est en période de crise, les gestionnaires sont confrontés à des difficultés auxquelles ils ne sont pas habitués. Il y en a, vous en avez quelques-uns ici à l'écran. Souvent, ce qu'on a pu constater, c'est la paralysie par excès d'analyse, ce que les Anglais appellent paralysis by analysis. Toute la difficulté qu'on a à s'adapter, surtout dans les grands systèmes où beaucoup de gens sont en cause. Un des grands avantages de la COVID, c'est qu'elle nous a fait sortir de notre zone de confort. Alors là, ce serait dommage qu'une fois qu'on est sorti de notre zone de confort, qu'on ne réussisse pas à voir comment on peut mieux faire pour la suite des choses lorsqu'une prochaine crise se poindra. Heureusement, le Canada est bien placé au niveau du haut savoir pour composer avec ces grands changements-là. Au cas où vous ne le sauriez pas, le Canada est au 2e rang au niveau mondial après la Corée du Sud pour le nombre de gradués de l'université et cégep université, donc qui sont de l'enseignement supérieur. Par contre, si on regarde ceux qui ne sont pas diplômés de l'ordre tertiaire, là, la situation est beaucoup moins rose. C'est 49% de la population, enfin, entre les 16 à 65 ans, si on regarde à l'évaluation du programme sur l'évaluation internationale des compétences des adultes, qui se situe sous le niveau 3. Et le niveau 3 est considéré comme le niveau minimal pour être vraiment efficace en société. Au Québec, c'est 53%. Donc, on a beaucoup de chemin à faire pour le développement des compétences, notamment sur le plan de la littératie auprès de la population en général. L'autre statistique que je trouve intéressante, c'est où est-ce qu'on sera en enseignement tertiaire dans 5 ans? Et
c'est assez formidable et intéressant de constater comment dire, il y a 26% de l'enseignement qui va se faire entièrement en ligne et c'est plus que l'enseignement qui se fera entièrement en présentiel. Alors là, il faut se préparer, il faut développer des pratiques, il faut développer des outils, il faut développer une connectivité et il faut développer une nouvelle pédagogie pour favoriser l'utilisation de ces nouvelles pratiques. Alors, j'ai prévu qu'on arrêterait après chaque partie pour prendre des questions, s'il y en a, sur ce premier plan qui est celui des grands bouleversements qui sont en train d'impacter le monde et comment l'éducation peut réussir à composer avec les phénomènes et trouver des solutions. Il y a une première question, François. Oui, Martin. Il y a une première question d'Alexandre Encurry de Collecto. Donc, sa question, c'est puisque les réseaux sous-tendent une accélération, entre autres, apprentissage machine, comment peut-on se sentir en pleine possession de nos moyens comme spécialistes de l'apprentissage humain? Oui, c'est une excellente question. Merci, Alexandre. C'est un défi énorme actuellement. Et comme je le disais, plutôt, les individus ont de la difficulté à s'adapter à l'accélération des changements. Et je vois deux pistes de solution, ou même trois, je dirais. La première, c'est qu'il faut développer une intelligence collective. Il faut se mettre en réseau, il faut partager notre savoir, il faut partager nos solutions et c'est collectivement, je crois, qu'on va réussir d'un côté à trouver des solutions à ces phénomènes-là. Deuxièmement, il y a toute la question de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle et le traitement qu'on peut faire des données aujourd'hui à l'aide des machines, avec tous les risques que ça comporte. Je ne veux pas minimiser les risques qui sont inhérents à l'intelligence artificielle, on les connaît bien maintenant, mais il y a un volet là qu'on peut mettre à profit. Et troisièmement, je dirais qu'il y a peut-être l'association des deux, c'est-à-dire que si l'intelligence humaine peut s'assister de l'intelligence artificielle et des autres moyens techniques qu'on a pour traiter les données, peut-être arriverons-nous à mieux gérer les changements et notamment prévoir les changements. Et ça m'amène à la question de la littératie du futur. C'est très important aujourd'hui en éducation et particulièrement pour les gestionnaires d'avoir une certaine littératie des changements à venir. Et pas uniquement pour anticiper les changements, mais principalement pour planifier, pas planifier, mais opérer le changement, déterminer le changement à venir, et non pas attendre qu'il soit trop tard pour réagir au changement. Bon, alors, je ne sais pas si... C'était la seule question, François. Donc, on pourrait passer à la deuxième partie. Oui, alors merci Alexandre pour ta question. Oui. Si tu me permets, il vient d'apparaître une nouvelle question de Jean Bélanger. Alors que l'intelligence artificielle et l'intelligence collective passent en grande partie par l'accumulation et le traitement de données, dont le stockage est énergivore, comment entrevoyez-vous le développement de cette intelligence collective en regard des changements environnementaux? Oui, bon, là aussi, c'est des grandes questions qui ne font pas consensus actuellement dans le milieu. Il y a toute la question de l'écologie du numérique. Ça tracasse beaucoup de monde. On n'a pas encore toutes les solutions. On commence à voir apparaître des investissements et des solutions dans des centres de données qui sont plus écologiques. Qu'on fasse appel, par exemple, au refroidissement marin, qu'on fasse appel à des énergies plus vertes
pour le stockage des données. L'autre chose, c'est comment on va mieux utiliser les données. Plutôt que d'utiliser l'info nuagique, on peut utiliser des petits centres plus proches des utilisateurs et plutôt que d'utiliser le big data, c'est d'utiliser comment dire, les données plus ciblées, plus propres aux besoins des utilisateurs. Alors, c'est là que la recherche et que le savoir collectif deviennent importants. C'est d'utiliser les meilleures ressources, les meilleurs moyens, et une fois qu'on a trouvé une bonne solution, c'est de la partager rapidement pour que qu'on puisse réagir aussi efficacement que possible. Donc, on a fait le tour des questions. François, je t'invite à poursuivre à la deuxième partie de ta conférence. Merci. Alors, donc, regardons quelles sont les répercussions que tout ça peut avoir sur les enseignants. Et de toute évidence, c'est compliqué parce qu'on a actuellement, avec la COVID, il a fallu se tourner sur un dissous, comme on dit, et le milieu est en pleine métamorphose. Alors, on ne pourra pas couvrir toutes les facettes de cette problématique-là, considérant la rapidité à laquelle les choses changent. Alors, pour commencer, prenons un petit moment pour nous inspirer du célèbre tableau de Magritte, La trahison des images, et qui était une volonté de dépeindre la relation à l'objet. Alors évidemment, si on peut remplacer la pipe par l'ordinateur et dire qu'un ordinateur, en soi, ce n'est pas une école. Mais ceci non plus n'est pas une école. Un bâtiment, ce n'est pas une école. Ce qui est une école, c'est l'activité humaine qui se déroule au sein d'un environnement, d'un lieu. Alors, si on revient à notre ordinateur et qu'on l'active et qu'on en fait un lieu d'action, de partage, d'apprentissage, est-ce qu'on ne peut pas dire que cela aussi est une école? Enfin, je joue sur les mots, bien sûr, mais on peut d'ores et déjà dire que c'est en quelque sorte une école. Et l'autre, ce qui est difficile, c'est d'apprendre à maîtriser un environnement qui est si plastique. Pendant longtemps, l'école était un modèle assez unique à cause de son architecture, à cause des pratiques qu'on y développait, mais la plasticité du numérique change complètement la donne. On peut faire des choses avec le numérique qu'on ne pouvait pas envisager de faire autrement. Alors, c'est le grand défi maintenant, c'est comment est-ce qu'on s'adapte à un outil d'apprentissage aussi plastique. Et bien sûr, on pourrait dire et se poser la question à savoir, est-ce que l'école, telle qu'elle était, n'est pas en quelque sorte un silo de l'éducation, où on retient les gens à l'intérieur d'un même lieu qui est toujours unique et où l'éducation se fait hors du grand monde et de tout ce qui se passe à l'extérieur de l'école. L'autre chose qu'il faut considérer, c'est que l'éducation, c'est un monde primordial pour la société et qu'on y investit beaucoup et que la science de l'éducation fait en sorte qu'on complexifie beaucoup le sujet. La science, ça ajoute un lot de connaissances et par conséquent, le lot de connaissances augmente la complexité d'un sujet. Ce qui est intéressant, et on comprend beaucoup de modèles, on connaît beaucoup de modèles de l'éducation. Je vous en présente un ici qui est peut-être un peu différent dans le sens qu'il essaie de faire l'union et l'unicité entre la personne et la technologie. Alors, si on poursuit avec le modèle, on s'aperçoit que, en essayant de fusionner et de faire interagir les dimensions technologiques et les dimensions
personnel, on arrive à une dimension de l'apprentissage qui est assez intéressante à cause de l'ensemble de ces composantes. L'autre chose qu'il faut garder à l'esprit, on va essayer de résumer les éléments, comment dire, qui apportent un nouvel éclairage sur la pédagogie. Que ce soit l'hybridité, que ce soit la collaboration. Et en termes de collaboration, il faut penser communauté d'apprentissage, il faut penser communauté de pratique, il faut penser pédagogie, c'est-à-dire tous les échanges qui se font entre les pairs. Sur le plan de la mobilité, c'est formidable. Aujourd'hui, on a en tout temps, en tout lieu, en tout format. Et ça ajoute énormément à ce que les jeunes qui ont l'habitude de ces environnements-là espèrent de l'école et de l'éducation. La diversité de l'évaluation, que ce soit l'évaluation par les pairs, l'intelligence artificielle, la micro-certification, le portfolio, ce sont tous des phénomènes qui nous permettent de composer et d'innover sur le plan des actions en éducation. Et le dernier, je dirais, c'est l'apprentissage autodirigé, c'est-à-dire l'apprentissage plus informel et la difficulté qu'on a aujourd'hui à partager le pouvoir et la responsabilité des enseignants. Comment transférer cette responsabilité-là et ce pouvoir-là aux apprenants plutôt que de toujours vouloir les avoir à l'œil? Donc, on va toucher à la motivation un peu plus tard. Mais pour l'instant, regardons les rôles du formateur en ligne qui sont, sauf pour la question du contenu, de l'expertise du contenu, tous les autres rôles du formateur en ligne prennent une forme différente de ce rôle en classe, en présence des élèves. Ça demande une expertise qui est particulière et qui est propre à la formation en ligne. L'autre chose, c'est la question de la présence. La présence, elle est importante. On le sait maintenant qu'on en a été privé, mais il faut faire une réflexion sur la notion de distance. La distance, quand on parle de formation à distance, on pense souvent à la distance spatiale. Mais la distance, elle prend plusieurs formes. Il y a toujours une distance entre le sujet et l'objet. Il y a une distance temporelle entre le moment où l'information a été produite et le moment où elle est reçue. Il y a une distance contextuelle, il y a une distance statistique, il y a une distance motivationnelle. Il y en a une tapée de ces distances-là qui fait que la formation à distance n'est pas si distante en quelque sorte de l'apprentissage. Et si je m'arrête un moment sur la notion de distance temporelle et la question de la synchronicité et de l'asynchronicité, fondamentalement, il faut réaliser que l'apprentissage de l'individu, il est quasiment toujours asynchrone. À partir du moment où l'apprentissage est conçu comme un savoir qui est maîtrisé, il n'est pas généralement maîtrisé en synchrone. Il faut du temps pour que cette connaissance-là se développe. Et généralement, elle se développe en asynchrone. Donc, la fixité ou le vouloir de plusieurs enseignants de toujours être en synchrone auprès des apprenants demande une réflexion. C'est ce qui fait que j'aime beaucoup le modèle comodal de Beatty, notamment adopté par l'Université Laval, où on demande où les enseignants ont le choix, ils ont le contrôle de savoir s'ils vont se présenter en classe, à distance ou en présence, à distance synchrone ou en distance asynchrone. Alors là, je trouve qu'on vient de changer de paradigme de la présence où ce sont les apprenants qui ont le pouvoir de déterminer selon leur métacognition, d'où ils sont rendus dans l'apprentissage, dans les pratiques, du lieu où ils devraient être.
où ils veulent être, en fait. Pour revenir à la question de la science, il y a plusieurs analyses, méta-analyses, qui ont analysé l'efficacité de la formation à distance. Plusieurs de ces phénomènes-là, de ces facteurs-là ont été repris par Jean Bernatchez de l'Université du Québec à Rimouski dans un récent sondage qu'il a fait auprès des directions d'école. Alors, le premier, c'est la qualité de l'enseignement importe davantage que le type de transmission. Deuxièmement, ben ça, ce n'est pas une surprise pour personne, l'accès à la technologie est primordial, mais ce point-là est d'autant plus important quand on pense aux milieux plus démunis. L'interaction avec les pairs est très importante. Quatrièmement, il faut du soutien et surtout du soutien à l'autonomie, surtout si on veut que les élèves travaillent à l'écart de l'écran. Et dernièrement, la diversité des approches est particulièrement nécessaire au regard de la diversité des tâches et du contenu. Alors, un petit survol ici là, des choses qu'il faut avoir à l'esprit quand on développe nos cours en formation. Autre chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est des facteurs qui sont des principes, en quelque sorte, qui favorisent le développement. J'insiste beaucoup sur la question de la simplicité, surtout dans une période d'urgence où il faut essayer de centrer l'apprentissage sur les éléments essentiels. Et pour tout le monde qui est souvent dans une surcharge cognitive, la simplicité du contenu prend une dimension importante. La brièveté de l'information est aussi importante. Ce n'est pas pour rien que si on regarde le développement technologique, on s'aperçoit que les applications qui ont une rapide popularité, je pense à TikTok, à Instagram, à Snapchat auprès des jeunes, ce sont des moyens dont le contenu est limité à moins d'une minute. Et ce n'est pas pour rien que donc les jeunes vont sur ces outils-là, adoptent ces outils-là parce qu'ils trouvent l'essentiel, quelque chose qui est résumé et qui leur permet souvent d'apprendre très rapidement. L'autre chose que j'aimerais avancer, c'est que souvent on a tendance à planifier et organiser nos cours en fonction des étapes qui ont été popularisées par Rosenshine, qui est une suite logique de l'enseignement. Ça ne veut pas dire que cette suite-là, elles doivent être routinières, qu'il faille toujours l'adopter de la même façon, ce qui finit par blaser les apprenants. On peut jouer avec ces 5 étapes-là, commencer par exemple par une accroche plutôt que partiellement récupérer ou revoir les connaissances antérieures. Alors, c'est une façon de susciter l'intérêt des jeunes dès le début du cours plutôt que de prendre 10 minutes dans une tâche qui est souvent barbante pour les étudiants. Une autre façon, c'est de remplacer le début, la première étape par un petit test d'évaluation des connaissances et pour que les élèves prennent conscience de ce qu'ils savent, de ce qu'ils ne savent pas. Et tout ça dans le but de modifier un peu la façon de procéder dans nos cours. Avec la COVID, on en est venu à développer ce qu'on appelle un Emergency Remote Teaching, c'est-à-dire une FAD d'urgence. Et la FAD d'urgence, c'est très différent de la formation à distance de ceux qui sont volontaires, qui le prennent, qui ont adopté la formation à distance volontairement, contrairement à ceux qui y sont par obligation et à cause de l'urgence de la situation. Et c'est vrai aussi pour les enseignants. Et on ne peut pas espérer que tous ceux qui ont développé une expertise, des pratiques, des savoirs, des routines en formation à distance
puisse les transférer instantanément à des utilisateurs. Donc, ça nécessite une vision de la formation à distance qui est différente de nos pratiques habituelles pour répondre à un besoin particulier. Donc, tous les grands systèmes ont réagi généralement en changeant leur pratique. La première étape, la première chose sur laquelle ils veulent mettre l'accent, c'est la communication. On fait ressortir beaucoup le besoin de communication. Deuxièmement, l'importance de la diversité des dispositifs. En situation d'urgence, on ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde ait les mêmes dispositifs. C'est rêver en couleur. Alors, tant pour les mobiles, tant pour les ordinateurs de bureau, la diversité des plateformes et des systèmes d'exploitation, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Troisièmement, il faut soutenir les enseignants. Les enseignants ne sont pas habitués à ces nouveaux modes-là. Ils ont besoin d'un accompagnement et d'un soutien qui est à la fois technique, pédagogique et sur le plan du bien-être également. Et dernier point essentiel, c'est d'accompagner les élèves. Les élèves, eux aussi, ils sont désarçonnés par la situation. Alors donc, il faut les accompagner sur le plan technique, sur le plan de la méthode et principalement sur le plan du bien-être. Et la notion de bien-être en ces temps de pandémie et de crise, elle revient très souvent et on n'a pas fini de le mettre en relief. L'autre chose qu'il faut considérer, c'est que le retour en classe à l'école n'a pas besoin d'être généralisé pour tout le monde. Il y a des besoins qui font en sorte que certains élèves sont plus vulnérables et ont besoin de retourner en classe plus rapidement que d'autres. Alors, plutôt que de diviser la classe en deux, par exemple, et de choisir les élèves au hasard, il y a peut-être une gestion à faire là qui permet de ramener à l'école les élèves qui en ont le plus besoin plutôt que de ramener tout le monde en même temps. Ce qui nous amène bien sûr à revenir et à toujours considérer la question de l'approche humaine du bien-être. Et Michael Fullan, que plusieurs connaissent, qui est un de nos grands éducateurs au Canada, dernièrement a fait valoir l'importance du paradigme humain, par opposition à ce qu'il appelle le paradigme sans cœur. Qui est le paradigme machine, le paradigme mécanique, qui est très différent de ce qu'il faut faire valoir aujourd'hui, surtout si on veut développer une intelligence sociale. L'intelligence sociale, elle passe d'abord par les rapports entre les humains. Et donc il faut que les élèves, tout ce volet du développement social, la socialisation des élèves, elle prend toute son importance dans ce contexte-ci. Et c'est quelque chose qui fait défaut souvent dans les outils qu'on utilise, qui sont des outils techniques, qui sont ce que j'appelle moi la gaine technique. C'est-à-dire qu'on utilise des outils qui sont conçus a priori et qui nous enferment dans des pratiques, dans des environnements, dans des designs dont il est difficile de sortir. Contrairement à la classe ou même dans la nature, s'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, on peut le changer, on peut l'adapter assez facilement, assez rapidement. On change de lieu, on change de personne avec qui on communique, mais dans les outils, ce n'est pas toujours possible de le faire. Et en quelque sorte, on est assujetti aux géants du numérique. C'est souvent les premiers outils qu'on utilise. Et donc, l'expertise qui est nécessaire actuellement, c'est de savoir s'adapter à l'ensemble des outils. Et je rêve du jour où on va faire de la programmation par objet dans une perspective pédagogique. C'est-à-dire, plutôt que d'utiliser un seul outil ou deux ou trois ou quatre outils qui ne sont pas connectés, si on pouvait prendre des blocs de programmation pédagogique et les relier en fonction de nos besoins,
et qui interagissent entre eux, je pense qu'on ferait de grands progrès au niveau des outils éducatifs. Alors, je vous en présente un aujourd'hui qui, le prochain, là, que je trouve assez bien sur le plan de l'environnement d'espace. Ah ben non, j'ai sauté Zoom. Je pense que tout le monde est conscient actuellement des limites de Zoom, ce que les Anglais appellent Zoom and Gloom. C'est pas tellement profitable à, comment dire, à l'apprentissage, tout le temps qu'il faut passer dans ces environnements-là, qui sont bien. Et c'est quand même assez intéressant de constater que quand on a eu besoin d'outils en période de crise, on s'est tourné vers des outils qui ressemblaient le plus à un environnement de classe, hein, où l'enseignant pouvait avoir tous ses élèves devant lui et contrôler cet espace-là. Les élèves ne réagissent pas de la même façon. Certaines études ont démontré que si les élèves éteignent leur caméra, c'est pour des raisons. Notamment, les élèves ne veulent pas avoir tout le monde témoin de leur environnement physique. Ce qu'il y a dans l'arrière-plan, et à cet effet-là, on aurait grand avantage à montrer aux élèves comment cacher l'arrière-plan de leur environnement pour ne pas être en proie au, comment dire, au ridicule ou bien à la façon dont les autres réagissent à notre environnement. Et à cet égard-là, il faut constater aussi qu'il y a plusieurs adultes qui se comportent comme les élèves dans ces environnements de vidéoconférence-là. Alors, d'autres environnements peut-être qui vont se développer, je pense, qui sont plus propres à l'éducation. Alors, je vous présente InSpace. Il y a d'autres exemples, notamment Wonder, que vous pourrez regarder également. Mais on voit que ces environnements-là sont plus flexibles et qui permettent de se déplacer dans l'espace en fonction de la proximité. Et la proximité fait en sorte que vous allez pouvoir parler à un groupe, à une personne, selon que vous avez déplacé votre avatar dans un sous-groupe ou à proximité d'un intervenant. Bon, évidemment, on peut partager les écrans, etc., mais je crois qu'il y a quelque chose à regarder de ce côté-là pour la suite des outils en éducation. Même si on n'a pas accès à ces environnements-là, on peut quand même diversifier nos espaces d'apprentissage. Il peut y avoir un espace propre à l'enseignant où tout le monde peut intervenir et où l'enseignant peut intervenir à ceux qui sont dans cet espace-là. On peut favoriser des espaces de groupe où les élèves peuvent collaborer entre eux. Ou seulement les élèves, pardon, ensuite des espaces de ce groupe. Et enfin, je pense qu'il est important qu'il y ait des espaces où les élèves puissent réfléchir et travailler en silence. Ce qui m'amène à la question, encore une fois, de l'ingénierie pédagogique, c'est-à-dire comment on conçoit nos appareils, nos outils pour favoriser l'apprentissage, l'enseignement et l'apprentissage. Et il faut reconnaître que souvent, on utilise des outils qui n'ont pas été conçus de prime abord pour l'éducation. Et l'autre chose au regard de l'ingénierie pédagogique, c'est qu'il doit y avoir une certaine flexibilité dans la façon dont on puisse utiliser les composantes de nos appareils numériques. Il y a beaucoup à faire de ce côté-là sur la versatilité et plutôt que l'unicité d'usage de nos appareils qu'on utilise en classe. Et il y a une tapée, là, je ne vais pas les passer en revue, mais il y a énormément de facteurs qui sont utiles et qui sont propres à la pédagogie qu'on peut intégrer dans la programmation et la composition de nos outils pédagogiques. Alors voilà, c'était un survol en quelque sorte de quelques idées, quelques réflexions sur la façon dont il faut entrevoir l'enseignement
à l'avenir et particulièrement en période de crise. Et je sais que les enseignants font des efforts inouïs. Et vraiment, moi, je suis estomaqué de voir à quel point les enseignants se sont retroussés les manches et ont décidé de s'attaquer à de nouvelles pratiques dans une situation très difficile. Mais si les situations difficiles, comme on l'a vu tout à l'heure, ne sont plus qu'un phénomène passager, mais un phénomène qui va s'accentuer, il faut voir comment on peut faire évoluer la formation à distance et l'éducation à distance. Alors, s'il y avait des questions, des commentaires à ce sujet-là sur le plan de l'enseignement, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. On est beaucoup en mode comment dire, du monologue. C'est dommage, là, mais si on était en présence, ce serait autre chose. Martin, des questions? Oui, oui, oui. C'est le lot des webinaires, hein, François. Oui. C'est sûr que. Mais je me fais le porte-parole là, des questions. D'ailleurs, quand les gens ont vu apparaître ta diapositive, tout de suite, les questions ont émergé. Une première question de la part d'Alexandre Enkerli en début de deuxième partie. La conception de jeux vidéo fait souvent appel à la notion de présence. Comment pouvons-nous en tirer des leçons au-delà de la ludification abusive qui impose des mécanismes de jeu à des situations qui ne sont pas ludiques? Bon, peux-tu répéter la question parce que il y a quelque chose qui m'a accroché dans le début, Martin, s'il te plaît. Alexandre faisait, lorsque tu as fait référence un peu aux différents dispositifs en formation à distance, Alexandre disait que la conception de jeux vidéo fait souvent appel à la notion de présence. Comment pouvons-nous en tirer des leçons au-delà de la ludification abusive? Donc, il voit un lien entre le phénomène de ludification et l'utilisation de la vidéo en soi. Donc, pour lui, est-ce qu'on utilise ce stratagème-là un peu trop à outrance, selon moi? Oui, je suis d'accord avec Alexandre et ce que tu viens de dire, Martin. Effectivement, on constate que l'industrie du jeu vidéo utilise des stratégies psychologiques qu'ils intègrent à leurs applications pour capter pas seulement l'attention, mais capter les usages également. Alors, il y a toute une question éthique au regard de la conception des outils notamment qui utilisent le jeu. L'autre chose que j'aimerais dire, c'est que dans le développement de ces applications, mettons éducationnelles, les applications qu'on veut développer pour l'éducation qui font appel à la ludification. Et je crois beaucoup à l'aspect motivationnel de la ludification dans les outils d'apprentissage. Il ne faut pas en abuser, bien sûr. C'est une stratégie qu'on peut intégrer, qu'on peut utiliser, mais je crois qu'on a intérêt à intégrer dans ces outils-là des processus d'analyse des données sur le plan de la santé. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut tenir compte du temps que l'élève joue à un jeu, par exemple? Est-ce qu'on ne peut pas, sans nécessairement lui interdire de jouer, de continuer à jouer, est-ce qu'on ne peut pas lui faire apparaître une petite alerte? Écoute, mon bonhomme, là, ça fait 30 minutes que tu joues au même jeu. Peut-être que c'est le temps de te lever, peut-être que c'est le temps de prendre une pause, peut-être que c'est le temps de faire autre chose. Mais je reviens à la question d'ingénierie pédagogique. C'était d'ailleurs un des critères, un des facteurs que j'avais dans ma liste, c'est-à-dire de pouvoir intégrer dans ces applications-là toute la notion de santé. Et faire attention, par contre, de ne pas trop imposer aux utilisateurs les vues des programmeurs. Parfait. Une question de Ulfat Zain. Comment sauvegarder les relations humaines et relationnelles dans la FAD? Mais je pense que tu as répondu à cette question-là avec la diapositive sur une approche systémique humaine. Oui, oui. Quand même, la question est pertinente.
Ça nous amène à souligner, à mettre en relief l'importance de garder la dimension humaine au cœur de nos pratiques. C'est souvent quelque chose qu'on a tendance à laisser de côté. On est tellement en enseignement, en éducation, on est tellement obnubilé par le développement cognitif qu'on oublie souvent les autres dimensions de la personne. Donc, on n'insistera jamais trop sur l'importance de la relation humaine, d'autant plus qu'on entrevoit que l'intelligence machine va commencer à gruger sur le plan du cognitif beaucoup. Donc, on a avantage à développer nos qualités de relation humaine. Parfait. Une observation et une question de Jean-Pierre, question de se mettre en contexte. Selon lui, la perception de ce qu'est un bon cours est très subjectif d'une personne à l'autre. Les attentes envers les élèves ont été balisées très rapidement lors du passage à distance. Toutefois, est-ce que les attentes envers les enseignants sont normées dans un premier temps? Je te laisse répondre, puis il y a une deuxième partie. Oui, ben, je pense que ça tient beaucoup à l'organisation de notre système scolaire ici, qui est d'une certaine façon largement centralisé, où on a vu qu'on attendait beaucoup du gouvernement avant de pouvoir implanter certaines choses. Ça, c'est une des choses que personnellement que je déplore. Je n'arrive pas à comprendre que dans un milieu où quasiment tout le monde a une formation universitaire, on ne confie pas plus de responsabilités au milieu pour réagir aux événements et développer des solutions en fonction des besoins locaux. La notion de communauté, elle est générale. Elle doit inclure tout le monde, la communauté, l'école, le gouvernement, les centres de services scolaires, mais souvent, il n'y a pas beaucoup d'interaction entre tout ce milieu-là. Alors, s'il y a une chose qu'il faut faire, c'est d'assouplir nos règles de gestion et de transfert des pouvoirs. Dans sa première question, Jean-Pierre mettait l'emphase sur le regard sur l'étudiant et l'élève, mais dans un deuxième temps, c'est pour ça que sa deuxième question, c'est pour certains, il faut que l'enseignant soit dans un contexte formel tel un bureau, une classe. Il pose la question, est-il acceptable de la part d'un enseignant de réaliser son cours à partir de son véhicule, par exemple? Ben, là, on me demande une réponse à un exemple et un contexte qui, cette fois-ci, il est défini, mais je ne voudrais pas ériger la réponse en principe, dans le sens que tout dépend du contexte et du besoin du moment particulier. En cas d'urgence, si l'enseignant est, pour donner une réponse générale à la question, je dirais non, ce n'est pas acceptable. Mais il peut arriver que dans certaines circonstances, dans un cas d'urgence, l'enseignant, doit intervenir très rapidement alors qu'il est dans son véhicule. Mais en général, non, je pense qu'il faut que les enseignants affichent leur professionnalisme. Si on veut garder on a toute une réputation à développer qui est garant de l'ensemble des praticiens, des enseignants. Et il faut faire très attention, d'autant plus que maintenant, avec la formation à distance, les captures d'écran sont très faciles et partageables sur le web très facilement. Donc, il faut être conscient de ça et il faut être, plus professionnel que le commun des mortels. J'ai le goût de dire qu'il faut faire attention aussi au contexte. Au printemps dernier, on était plus à une éducation de brousse, éducation véritablement de formation à distance. Donc, les gens ont dû s'ajuster et s'adapter du fait que la conciliation travail-famille. Donc, on passe à la question suivante, une question de
Jacques Cool. En formation à distance d'urgence, on a vu beaucoup de réplication pédagogique, souvent dans un mode traditionnel de transmission. D'autres constatent les affordances pédagogiques que peuvent apporter des leviers numériques et s'ouvrent vers de nouvelles postures. À ton avis, François, quels sont les facteurs, soit personnels, collectifs ou systémiques, les plus importants à considérer pour qu'il y ait mouvance vers de nouvelles postures de l'enseignant du plus grand nombre possible, point de bascule un jour? Oui, bon, merci Jacques de ta question. Toujours pertinente. Les premières, et c'est un peu normal, les premières réactions au moment de l'apparition de la pandémie, on s'est tous tournés vers ce qu'on savait déjà faire. Pour ceux qui n'avaient pas l'expertise de la formation à distance, c'était tout nouveau. Donc, il y avait une pente à gravir là, qui était immense pour tout le monde. Donc, on s'est tourné vers ce qu'on savait déjà faire et on a utilisé des pratiques les plus contrôlantes, de cette façon, les plus simples, les plus faciles à adopter en grand groupe. Je fais confiance à la volonté des enseignants d'apprendre. Je pense que tout le monde veut apprendre. Et les enseignants qui ne veulent pas apprendre sont, à mon avis, moins nombreux qu'on pense. Le problème, c'est que souvent, ils ont de la difficulté à apprendre parce qu'ils sont dépassés par les événements. Et d'où l'importance pour ceux qui ont l'expertise d'accompagner ces enseignants-là vers des pratiques. Et la question de la motivation, la question de la surcharge cognitive, il faut en tenir compte. Les enseignants souvent décrochent parce qu'ils n'en peuvent plus, pour toutes sortes de raisons. On a mis la marche trop haute. Alors, les formateurs doivent faire appel à toute leur expertise pédagogique. Dans ce cas-ci, c'est de l'andragogie, c'est de l'éducation des adultes pour les amener à changer. Je pense la question de la relation humaine affective avec les apprenants, entre les formateurs et les apprenants reste importante. L'autre chose, c'est qu'on est souvent les experts sont impatients par rapport à la formation des enseignants. Il va falloir faire preuve mettre un peu d'eau dans le vin, d'essayer de tempérer un peu la vitesse à laquelle on veut que les gens apprennent. Et ça, chose certaine, ça va être très fractionné comme vitesse d'apprentissage, comme vitesse de passage à l'éducation à distance. Il y en a qui sont plus rapides que d'autres. Il y en a qui ont des compétences que d'autres n'ont pas. Mais je ne crois pas qu'il y ait de solution magique et unique à ce problème-là. Parfait. Une problématique chère à nos cousins français. Qu'en est-il des fractures numériques? Une question de Sandrine Descamps. Oui, ben la fracture numérique, là encore, elle est, au moment de l'éducation à distance, elle est primordiale. Il y a d'une part, il y a une fracture numérique entre le milieu scolaire et les usages personnels. Le milieu scolaire est assez contrôlant, enfin particulièrement, je ne vais pas dire faire de bourde, là, mais il y a plusieurs endroits en France comme au Québec où on a imposé des solutions numériques. Et souvent, ces solutions-là sont très différentes de celles que les gens utilisent hors de l'école. Et souvent, hors de l'école, on utilise des solutions qui sont plus flexibles. Une petite anecdote ici, je pense, qui est assez éloquente. Je me suis longtemps battu avec mes élèves quand j'enseignais pour qu'ils utilisent leur temps de classe où je leur permettais d'aller où ils voulaient, mais d'aller notamment au laboratoire d'informatique, s'ils le voulaient, où il y avait des ordinateurs, pour faire leurs travaux. Et les élèves n'y allaient pas.
Alors, j'ai questionné les élèves à savoir, mais pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas ce temps que je vous accorde pour faire votre travail scolaire? Et ils me disaient, monsieur, ça ne sert à rien d'aller au laboratoire d'informatique. Les ordinateurs ne sont pas assez performants. C'est un environnement qui est figé, alors que chez moi, j'ai mon propre environnement de travail personnalisé. Je suis beaucoup plus efficace à la maison que je ne le suis à l'école. Et donc, ils utilisaient ce temps-là pour socialiser parce qu'ils avaient un grand besoin de socialiser. Donc, la fracture, elle est à plusieurs niveaux. Euh, je, je crois qu'on commet une erreur actuellement en favorisant les subventions pour les milieux scolaires pour passer au numérique par rapport aux particuliers. Je pense qu'on pourrait faire plus d'efforts collectivement pour que les gouvernements permettent aux particuliers de se procurer des appareils numériques par subvention, qui est aux familles les plus démunies pour le faire, parce qu'il y a tout. Décider à la place des utilisateurs, c'est, à mon avis, une mauvaise stratégie. Le numérique, ça implique une consommation. Et quand je dis consommation, ce n'est pas uniquement de dépenser de l'argent. C'est-à-dire que c'est un apprentissage de l'outil. Comment est-ce qu'on consomme un outil à partir du moment de l'achat, de l'analyse, de l'achat, de l'utilisation et à la fin, comment est-ce qu'on se débarrasse de cet outil-là? Comment est-ce qu'on le transforme entre-temps? Donc, cette notion de consommation écologique et éthique, en quelque sorte, elle est appropriée. L'autre chose que je ne comprends pas, c'est qu'au Québec, chaque élève coûte au gouvernement environ 8 000 $. La dernière fois que j'ai vérifié, c'était 8 000 $. Chaque année, le gouvernement investit dans un élève 8 000 $. Et ça, c'est sans compter ce que les commissions scolaires, la taxe scolaire, etc., contribuent à la facture scolaire. On ne me fera pas croire qu'on n'est pas capable de modifier notre gestion de l'enveloppe budgétaire consacrée aux élèves pour ne pas permettre qu'une mince partie de cette enveloppe-là aille à l'outillage numérique des élèves. Merci, François. Je tiens à rectifier, hein, je m'excuse auprès de Mme Decamp. Elle est belge et non pas française. Mais, parce que pour avoir discuté avec des amis français, c'est une de leurs préoccupations. Donc, j'ai présumé. Je m'en excuse. Écoute, François, il reste 3 questions, mais tu vois, il est quand même 10 heures, puis il te reste la 3e partie à faire. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères qu'on traite les questions ou qu'on poursuive? On peut se limiter uniquement aux 3 questions. Je vais essayer de répondre rapidement. Je ne vais pas différer des questions. On sait que pédagogiquement, ce n'est pas une solution efficace là, que de différer l'information. Parfait. Donc, Olivier Alfieri, dans la perspective de socialisation en ligne et d'accompagnement, ne serait-il pas temps de réinvestir et de faire évoluer le métier de tuteur en ligne en termes d'animation des groupes et d'accompagnement individuel, tant au niveau du personnel scolaire qu'au niveau des élèves? Tout à fait. C'est un bon point. Merci de le soulever. Je pense qu'il faut sortir la profession, tous ceux qui travaillent en éducation, de leur silo respectifs, là, de leurs tâches respectives. Il faut migrer vers des communautés de pratique. Question de Jean-Claude Plourde. Est-ce que l'apprentissage hors milieu éducatif, exemple en entreprise, en jeux vidéo, peut être partie de la qualification des individus et être reconnu, exemple le système de badge? Je pense que oui, toute expertise, tout apprentissage, toute compétence mérite d'être reconnue. Et c'est un des problèmes qu'on a effectivement en éducation, c'est qu'on se limite au curriculum, à ce qui est évalué dans les curricula. Alors oui, en réponse à la question, oui, il faut trouver une façon que ce soit par micro-certification, que ce soit par les badges, peu importe. Oui. Et enfin, une dernière question de Fabrice Marcoux de la Fédé des télés. Que pensez-vous des médias communautaires comme partenaires pour l'acquisition des bases de littératie numérique, notamment l'appropriation des techniques d'édition de contenu audiovisuel? La littératie médiatique n'est-elle pas la base de la littératie numérique et l'expérience de traiter l'information d'un point de vue journalistique en collaboration avec des médias locaux n'est-elle pas la meilleure approche?
je ne sais pas si c'est la meilleure approche. Là, on me demande une opinion. C'est une approche à développer, absolument, et qui est non négligeable. On revient à la notion de, comment dire, de créer des liens, créer un réseau de partenaires, de gens qui œuvrent à une cause commune, en l'occurrence l'éducation. Euh, et les médias sont des véhicules d'information. Comme les livres sont des véhicules d'information. Et l'avantage des médias, c'est que souvent, elles véhiculent une information qui est immédiate, qui est présente, qui est courante. Donc, elle a une valeur que le livre, par exemple, n'a pas. Le livre a d'autres avantages, mais à chacun ses avantages. Donc, il faut essayer d'utiliser, de faire valoir, et donc, et par le fait même, d'éduquer les jeunes à cette communauté qui l'entoure, dont elle n'est pas toujours consciente. Merci François, je te laisse poursuivre. Oui, on va continuer avec la question des apprentissages. Je pense que la pandémie a bien fait valoir la question de la présence des jeunes. Et curieusement, on ne se plaint plus de la prétendue addiction aux écrans. Alors, on a laissé tomber ce cheval de bataille-là, heureusement, et on réalise aujourd'hui toute l'importance que peuvent avoir les nouvelles technologies. Et l'autre chose qui est importante, c'est que les technologies donne une voix aux élèves, même les plus silencieux, ceux qui n'osent jamais lever la main dans la classe, ceux qui n'osent jamais exprimer leur opinion, ceux qui ont peur du ridicule, ceux qui ont peur même de la réaction de l'enseignant. Et on sait qu'il y a certains enseignants qui ne sont pas tendres envers les élèves lorsqu'il s'agit de répondre à une question. Et cette attitude qu'on développe chez les jeunes, elle a des répercussions auprès de d'autres enseignants. Et par conséquent, en formation à distance, en ligne, c'est un peu le rôle de l'enseignant de montrer à l'élève quand et comment il peut intervenir auprès des enseignants et auprès de ses pairs, mais aussi leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Les enseignants ne sont pas seuls pour accompagner les jeunes. Au Québec, on a AlloProf, par exemple. On a d'autres experts qui peuvent intervenir auprès des jeunes pour les aider que le seul enseignant. L'enseignant aurait tort de prendre tout à sa charge les interactions avec les apprenants. Et on sait, enfin, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais on sait qu'il y a plusieurs façons d'apprendre. Et donc, il faut utiliser chacune de ces stratégies-là, et il y en a d'autres pour que les élèves puissent apprendre de leur côté. Et donc, il n'est pas nécessaire de toujours enseigner dans un mode transmissible quand on sait que l'apprentissage se fait aussi de toutes sortes de façons. Et pourquoi est-ce que dans la classe, l'enseignant serait le seul à pouvoir se déplacer librement? Ça n'a pas de bon sens. Et la même chose à distance. Obliger les élèves à rester figés devant un écran en tout temps, ce n'est pas normal. C'est même antipédagogique et ça a des effets néfastes sur la façon dont les jeunes réagissent à la formation à distance. L'autre chose, c'est qu'on sait que les crises à venir et la pandémie nous font réaliser de plus en plus que la question des compétences globales, elle n'est plus à négliger. Si on veut faire face à tout ce qui nous attend éventuellement, il faut développer à la fois des compétences qui sont plus générales et qui débordent de celles qu'on trouve généralement dans les programmes. Sur le plan des compétences globales, heureusement, le Québec se tire très bien d'affaire. Le Canada est au 2e rang mondial après Singapour sur le plan de l'évaluation PISA, sur le plan des compétences globales. Alors, c'est quelque chose qu'il faut continuer à développer et ne pas s'asseoir sur ses lauriers. Le cadre d'apprentissage du futur, donc, il ne va pas seulement faire appel
aux compétences, mais il va aussi faire appel à des méthodes. Alors, il faut trouver une façon d'unifier comment dire, les moyens et la finalité de l'éducation, mais ne pas négliger toutes les nouvelles méthodes d'enseignement qui sont en train de se développer. Une des choses qu'on peine le plus à développer sur le plan de l'enseignement de la formation à distance, c'est la pédagogie active. Comment faire en sorte que les pratiques, que les apprentissages soient aussi réels et aussi actifs que possible. Parce qu'on connaît bien les effets de la pédagogie active sur l'apprentissage. Alors, le Collège Sainte-Anne en a fait un bon modèle que je vous partage ici. Là, il y a seulement un point qui me chicote un peu dans ce modèle-là, qui est celui de gérer la classe en synchrone. Et il faut faire un peu attention dans cette notion de... Je ne dis pas que c'est le cas du Collège Sainte-Anne. Je ne sais pas... J'ai lu leur programme. Il y a souvent cette volonté de vouloir contrôler ce que les élèves font à distance, mais je rappelle l'importance de pouvoir transférer une partie de la responsabilité et du pouvoir aux apprenants. Il y en a qui vont en abuser, c'est certain, mais faire le contraire et obliger les élèves à être présents en tout temps en synchrone, c'est aussi abuser de son pouvoir d'enseignant. Donc, il faut faire attention de ce côté-là. Il y a une certaine libération à l'écran qu'il faut véhiculer. Et donc, ça nous amène à toute la question de la motivation qu'on comprend bien. Et de plus en plus, on est conscient de l'importance de la motivation sur le cerveau. Et le point que je veux faire valoir ici, c'est que la question de la motivation, une fois qu'elle est mise en œuvre, elle finit par se répandre dans l'ensemble du cerveau. Elle impacte plusieurs réactions humaines et ce n'est pas seulement un petit élément, comment dire, dont il faut tenir compte par-ci, par-là. Pour moi, la gestion de la classe, c'est d'abord une gestion de la motivation. Plutôt que de gérer les comportements, si on gère la motivation, on a fait un grand pas vers l'apprentissage. Ce qui nous amène à la question du rapport à l'écran. Hein, l'écran qui fait écran, dont il faut faire très attention. Aussi indispensable que soient les nouvelles technologies dans l'éducation à distance, on commet une faute en voulant y river les élèves. Il ne faut pas river les élèves aux écrans. Il ne faut pas confiner les élèves dans l'écran. Et pédagogiquement, il y a une réflexion à faire et des pratiques à faire, à adopter pour la distanciation à l'écran. C'est pas normal qu'on soit toujours rivé sur un écran, c'est fatigant, ça limite les possibilités de l'apprentissage. Et toute la question de tous ces écrans et de la surveillance qu'on peut utiliser par l'analyse des données, par la captation de ce qui se passe à l'écran. Donc, il y a toute l'éthique des données qu'il faut envisager là. L'obligation de garder sa caméra activée. Il y a une réflexion à faire là. Est-ce que le moment est nécessaire ou est-ce qu'il ne l'est pas? Et donc, encore une fois, je reviens à la notion de contrôle. Est-ce qu'il faut vraiment tout contrôler, ce qui est néfaste, comme on sait, à la motivation? L'autre chose à faire, c'est d'apprendre aux enseignants comment utiliser le numérique dans ces nouveaux modes d'éducation à distance. Il y a des méthodes à développer, il y a des stratégies, il y a des littératies, il y a des traces. Tout ça, il faut en discuter avec les élèves. Il faut que les élèves en soient conscients. Et plutôt que de leur imposer des pratiques, souvent, il faut expliquer nos pratiques aux élèves si on espérait qu'ils les adoptent. Thierry Carsentier a fait une excellente revue des stratégies, des pistes à considérer pour enseigner et apprendre à distance.
dans son document, c'est les 80 pistes à considérer. Vous pourrez plus tard télécharger l'ensemble du diaporama. Alors, les hyperliens sont là, ils sont à votre disposition, mais il y a quelque chose là à regarder du point de vue des formateurs. Je reviens, encore une fois, je souligne l'importance du bien-être, les facteurs de santé qui impactent l'éducation. Ils sont nombreux selon l'environnement familial, selon l'environnement physique, selon l'environnement communautaire. L'importance de pouvoir aller dans la nature par moment pour faire des apprentissages, pour son bien-être, c'est certainement pas quelque chose qu'on doive négliger. Donc, on parle beaucoup actuellement, il y a plusieurs études là, qui font valoir les problèmes de santé mentale chez les jeunes en temps de COVID. Il y a notamment cette étude de Mélissa Généreux de l'Université de Sherbrooke qui a noté que près de la moitié des 12 à 25 ans rapportent des symptômes compatibles avec un trouble d'anxiété et de dépression majeure. Mais je vous présente des statistiques d'une autre évaluation qui a été faite par Statistique Canada auprès de la santé mentale des Québécois. Et on va voir les différences qu'il y a entre septembre et octobre 2020 pour les 12 à 17 ans d'un côté et à droite les 18 à 34 ans. Ceux qui trouvent qu'ils se portent mieux, ceux qui prétendent, comment dire, que leur santé mentale est sensiblement la même et ceux dont la santé mentale s'est détériorée en rouge. Alors, si on regarde les résultats, un des constats qu'on fait, c'est que la majorité des répondants disent se porter assez bien. Il n'y a pas de changement et même que ceux qui avouent avoir des problèmes est moins que la minorité. Je ne veux pas que ces jeunes-là, ce ne sont pas des statistiques. Je ne veux surtout pas minimiser l'importance des problèmes que visent ces jeunes-là. Ce que je veux souligner ici, c'est qu'il faut peut-être adopter des moyens ou des pratiques qui ciblent les bons individus, les bons apprenants. Parce qu'il y en a qui, de toute évidence, n'ont pas de problème sur le plan de la santé mentale. Ceux qui ont besoin de plus d'accompagnement psychologique, il faut savoir les cibler. Et les changements sont minimes, somme toute. L'autre chose, c'est connaître les différences entre un cerveau qui est résilient et un cerveau qui est en détresse. Et là, je remercie le récit et l'Université McGill, là, Tina Montreuil, Benoît Petit et Marie-Soleil Carole, qui, lors d'une présentation, nous ont fait valoir les différentes caractéristiques entre les deux. L'important ici, là, ce que j'aimerais faire valoir, c'est l'importance pour les enseignants de parler aux jeunes de leur cerveau. J'ai toujours trouvé qu'on gagnait, que les élèves montraient un grand intérêt à savoir comment leur cerveau réagissait aux événements, aux facteurs, à l'apprentissage et ainsi de suite. L'autre chose qu'il faut considérer dernièrement, c'est la question du curriculum. Nos curricula sont surchargés d'informations. Je pense qu'une des grandes erreurs qu'on a commises au moment de la pandémie, c'est de ne pas simplifier nos curricula et d'en extirper l'essentiel pour que les jeunes puissent mieux se concentrer sur ce qui est essentiel dans l'apprentissage. À la lumière, et on le sait tous, à la lumière de la quantité d'informations qu'il y a dans nos curricula et qui sont aussitôt évacuées après la graduation, après qu'on ait terminé. On sait qu'il y a énormément de connaissances qui disparaissent une fois l'école terminée ou une fois le cours terminé. On aurait plus intérêt à travailler sur les méthodes d'apprentissage que de bourrer le crâne, en quelque sorte, des gens avec les connaissances. Bon, alors voilà, c'était mon grain de sel sur les curricula. Alors, je termine sur la question de
de l'école aujourd'hui. Et toujours pour faire un lien avec la différence entre l'école et la société, l'école ne bat pas au même rythme que la société. Il y a des avantages, ça lui permet de prendre un peu de recul, mais le fossé entre le temps de réaction de l'école à la société est peut-être beaucoup trop grand. Il y a là aussi, je pense, une réflexion collective à entreprendre et la question de faire valoir que dans des temps de crise, les savoir-faire et les savoir-être sont tout aussi importants que les seules connaissances. Et qu'en quelque sorte, ce serait irresponsable de l'éducation, ce serait même un échec que de ne pas préparer les élèves à l'apprentissage à distance, à la lumière de ce qu'on sait risque de se produire. Parce qu'on a aujourd'hui des outils absolument fantastiques, absolument incroyables. Je vais vous donner quelques statistiques là, sur le téléphone intelligent que vous utilisez aujourd'hui. Il comprend le microprocesseur là, qui est gros comme l'ongle de votre pouce. Et les meilleurs comportent aujourd'hui près de 12 milliards de transistors. L'IBM 360 que vous voyez à gauche, qu'on avait il y a 50 ans de ça, il n'avait que 120 transistors. Un iPhone aujourd'hui est 100 millions de fois plus rapide que l'IBM 360 qu'on avait en 69 quand on a mis l'homme sur la Lune. C'est inouï la puissance de ces ordinateurs-là. Et donc, les avantages de formation à distance, ils sont bien connus. Je ne veux pas pour l'éducation, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus parce que c'est le sujet d'une conférence en soi. Sachez seulement que l'IA, l'intelligence artificielle, elle évolue de plus en plus vers des formes contextualisées. Et donc, on va évoluer vers des formes plus intelligibles, plus adaptatives, plus personnalisables de l'intelligence artificielle avec tous les problèmes que ça implique. Alors, bon, je termine sur cette diapo-là. Parce que le temps file, on veut garder du temps pour les dernières questions, mais je vais vous ramener à ça, je ramène chaque fois le problème sigma 2 de Bloom, qui est bien connu pour sa taxonomie, Bloom, mais on connaît très peu l'analyse qu'il a faite de l'apprentissage dans un système conventionnel. Alors, on connaît bien la cloche de réussite entre les plus faibles et les plus forts dans une classe traditionnelle. Bloom a expérimenté avec ce qu'il appelle l'apprentissage par la maîtrise. Alors, plutôt que tout le monde suive le même rythme d'apprentissage, il s'est dit, est-ce qu'ils n'apprendraient pas mieux si, avant d'introduire un nouveau sujet, on s'assurait que le sujet précédent était maîtrisé. Donc, il y a une suite logique dans la maîtrise des connaissances. Il s'est aperçu là qu'il réduisait les écarts entre les plus forts et les plus faibles. Mais il est allé plus loin et il a vérifié quel serait le taux de réussite si chaque élève avait un tuteur. Et là, il arrive à des résultats absolument phénoménaux où tout le monde réussit. Et il a appelé ça son problème sigma 2 pour la bonne raison qu'il jugeait à ce moment-là que le tutorat 1 pour 1 était inapplicable, était infaisable, impossible dans un système. D'abord, il n'y a pas assez de tuteurs pour chaque élève et deuxièmement, ça coûterait trop cher que de payer un tuteur pour chaque élève. Mais si vous suivez le cours de l'intelligence artificielle, on voit très bien que les appareils numériques, avec leur fonction, l'analyse des données, peuvent assister les élèves dans leur apprentissage et jouer en quelque sorte une partie du rôle d'un tuteur pour l'apprentissage et la réussite des élèves. Bon, je vais rapidement, là, vous êtes bien conscient de la réalité des réalités mixtes, réalité virtuelle, réalité augmentée. Un petit exemple ici de ce qu'on a fait. I am Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domenech, and I am back. Bon, alors ce que je vous ai montré là, ce sont des exemples de numérisation de personnages historiques. Alors, imaginez ce que ça va apporter
avec toutes les archives qu'on a de l'histoire et avec l'intelligence artificielle, comment on peut donner vie à ces personnages-là pour, comment dire, pour apprendre l'art, pour apprendre les mathématiques avec des grands mathématiciens, etc., dans une notion de casque virtuel, de casque de réalité augmentée. Bon, alors voilà, c'est terminé et je termine sur comment dire, le mot d'Andreas Schlecker à l'effet que l'apprentissage, c'est le travail du futur. On n'a pas fini et la formation à distance va devenir primordiale, essentielle. Alors, quelques questions, Martin, pour terminer? Oui, mais en fait, je te dirais beaucoup de réactions en lien avec quand tu as abordé la question de gérer la classe à distance. Philippe Beaubien écrit « Comment réussir à opérer de tels changements dans un contexte où tout est centralisé, où nous avons des comptes à rendre sur la présence des élèves et sur une certaine forme de reddition de comptes? » Oui, bah, c'est le nœud du problème. Merci pour la question, merci de le soulever. Il faut commencer par opérer là, chez les décideurs, pour qu'ils partagent leur pouvoir. Ça va être un travail de longue haleine. Si on le fait seul, c'est difficile. Si on se regroupe, si on se met en communauté, on a peut-être plus d'influence. Et la dernière, j'oserais dire qu'il ne faut pas avoir peur d'être délinquant. Dès lors qu'on a une assurance professionnelle et on a une expertise, il faut la mettre en valeur. Et souvent, il faut la mettre en valeur au détriment des décideurs et contre vents et marées de ce que les décideurs veulent. C'est une chose que j'ai toujours pratiquée quand j'enseignais, c'est-à-dire d'enfreindre les règlements, sachant que je pouvais justifier mes décisions. Par exemple, d'installer une borne Wi-Fi dans ma classe alors que c'était interdit. Je pouvais très bien justifier à ma direction pourquoi et comment j'utilisais cette borne-là dans ma classe. Les caméras de surveillance, c'est un autre sujet où je suis intervenu de façon véhémente en disant que je pouvais mieux éduquer les jeunes avec l'argent qu'on investissait dans les caméras plutôt que d'installer des caméras. Alors, il ne faut pas avoir peur de discuter, de faire valoir notre expertise et notre compétence professionnelle. Effectivement, puis je dirais que ça a généré là, des commentaires. Puis l'avantage aussi du webinaire, même si on ne peut pas nécessairement intervenir tout le monde, ce qui est intéressant, c'est qu'au moins les gens peuvent laisser les commentaires pendant la présentation, sans nécessairement déranger le conférencier. Mais je trouvais qu'il y a deux commentaires qui suivent là, de Mathieu Petit et de Jacques Cool. Mathieu, lui, pour un peu répondre à Philippe, dit « Gérer la classe n'est pas contrôler les élèves. La gestion de classe relève de la création d'un environnement favorable aux apprentissages. » Oui, oui, tout à fait d'accord. Et Jacques, de son côté, donc, si je me permets de résumer un élément clé de ton propos ici, François, c'est que nous, chaque acteur, devons faire des lâcher-prises en éducation, n'est-ce pas? Ah, tout à fait, Jacques. Lâcher prise, c'est essentiel si on veut évoluer. Il faut pas craindre d'être déstabilisé si on veut apprendre. On va faire des erreurs. C'est certain qu'on va commettre des erreurs. Mais il faut apprendre de nos erreurs, il faut partager nos erreurs, il ne faut pas avoir peur de dire qu'on a commis une erreur. Et la communication, là, est importante aussi, elle est importante auprès des parents. Il ne faut pas avoir peur de dire aux parents on va préparons-les d'avance. Donc, je vais essayer quelque chose dans la classe et ensuite faire un retour sur cette expérience-là pour les tenir au fait de l'expérimentation plutôt que de garder nos expériences secrètes. Il faut les partager avec les élèves aussi. On revient toujours à cette notion de communauté d'apprentissage. Merci beaucoup, François. J'invite ma collègue Karine pour le mot de la fin. Il est 10h28, donc on va finaliser, puis elle va nous donner les consignes pour la fin de l'atelier. Merci, Martin, de ton animation. Alors, merci infiniment, M. Guité. Une conférence fort intéressante qui nous amène plein de réflexions enrichissantes. Et merci aussi à tous ceux qui ont bien voulu finalement intervenir pour amener de l'eau au moulin à cette belle conférence-là et à Martin pour
pour l'animation, les questions. Donc, dans le fond, Monsieur Guité, vraiment, on a été honorés de vous avoir avec nous. Et pour la suite, en fait, on va avoir un atelier ce midi qui va être offert par Fadio, par René Bélanger et Julie Bélanger sur le thème « Assurer la qualité d'un cours en FAD ». Donc, on vous invite vraiment à être là. Puis, pour ceux qui sont encore avec nous, de s'il vous plaît, répondre à notre sondage d'appréciation, ce serait vraiment apprécié. Puis, si M. Guité est encore disponible, si on peut rester encore 5 minutes s'il reste des petites interventions ou des gens qui aimeraient prendre la parole, vous pouvez lever la main, on peut se donner un petit 5 minutes pour terminer tout ça. Donc, merci vraiment aux participants d'avoir été là, puis on espère vous retrouver dans nos autres ateliers de la semaine.